Bonjour et bienvenue dans le programme culturel d'Estival. Donc, ce que j'ai vu et ce que j'ai préféré au mois de juillet pardon, et août. Alors, sachant que l'année prochaine ça va changer, mais jusqu'à la fin de l'année vous aurez encore des programmes culturels tous les mois, slash favoris, on va dire, et que l'année prochaine, je préfère le dire, hein, l'année prochaine je ferai, je pense, un programme culturel trimestriel. Parce que je fais déjà un podcast tous les mois sur SoundCloud de tout ce que je vois ou ce que j'ai envie de voir par mois. Et donc je trouve que ça fait doublon en plus la plupart du temps. Voilà, j'enregistre un autre podcast, c'est-à-dire que je fais mon podcast sur SoundCloud et j'enregistre pour le programme culturel. Du coup, ça fait deux choses assez, on va dire, différentes, bien sûr, avec les mêmes avis, je rappelle. Mais quand même, voilà, ça donne un petit boulot. Et puis, peut-être que par mois, en fait, je me suis aperçue que les programmes culturels étaient avaient les thématiques historiques, étaient les vidéos slash podcasts les moins écoutés de la chaîne YouTube. Donc, autant faire du travail, pas faire du travail pour rien. Et je me suis dit que trimestriellement, peut-être que ça vous attirerait plus d'avoir un résumé. Désolée si vous entendez des bruits de pas hystériques, mais mes petites voisines voilà, s'entraînent pour un marathon, hein, typiquement, ou pour Marseille-Cassis. Voilà, fin octobre. Donc j'ai préféré peut-être de changer de formule l'année prochaine, mais je vous expliquerai ça à la fin de l'année. Pour quand je ferai les bilans, eh bien, je vous expliquerai ce que je compte faire. Voilà. Alors, programme estival, en fait, en gros, il y a deux films, une série, vraiment une série, et un abandon. Enfin, c'est même pas un abandon, je l'ai vu jusqu'à la fin, mais c'est vraiment la déception de l'été. Sachant que début septembre, je me suis attaquée à 1883, j'enchaînerai avec 1923. De toute façon, 1983, j'ai pratiquement fini. Il me reste un seul épisode quand vous verrez euh, ce- cette vidéo podcast, mais enfin cette vidéo. J'enchaînerai avec Yellowstone, je pense que j'arriverai à caser la première saison, peut-être la deuxième, mais c'est pas dit. Sachant que j'ai vu un documentaire sur Eminem qui s'appelle Stance, et ça c'est évident que je vais aller regarder le doc sur Eminem parce que j'adore. Et et il y a aussi cette histoire de The Thursday Mothers Club là sur Netflix, je crois que c'est avec Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, etc. Enfin, toute la clique là. Et voilà, moi j'aime beaucoup Helen Mirren, donc c'est hors de question que je la loupe. C'est rare que je loupe quelque chose avec Helen Mirren. Et qu'est-ce que j'ai repéré aussi? Oui, j'ai repéré Hostage, je crois que c'est enfin c'est la version anglaise. D'ailleurs, il me semble qu'il y a Julie Delpy dedans, mais je suis pas sûre. Mais bon, ça sera pour octobre, hein. Il faut pas rêver que j'arrive à faire ça. Donc, en plus, Yellowstone, 5 saisons, honnêtement, je pense que ça va me durer minimum jusqu'en novembre. Cette histoire, on va se calmer. Voilà, parce que j'ai plein de choses à faire et j'ai plein de projets qui sont en train de se mettre en route. Et alors, pas forcément des trucs que vous verrez, mais des choses voilà, qui vont me demander beaucoup de travail et qui me passionnent. Mais véritablement, je suis emballée. Mais bon, bah, hein, il faut faire des choix dans la vie. Voilà. Alors, on va parler des deux films. Voilà, parce que je vous dirai ce que j'ai abandonné, ce que j'ai vu aussi cet été. Pour ceux qui n'écoutent pas le podcast ciné sur SoundCloud, c'est pas bien, c'est pas gentil pour la bête qui fait du travail quand même. Mais bon, voilà, inutile de vous dire que bon, à un moment donné, il faut faire ça. Alors, le premier film que j'ai vu, je l'ai vu en fait au ciné. C'est le film de Danny Boyle, donc 28 ans plus tard, qui se trouve 30 ans après, en gros, hein, les épisodes précédents. Vous m'étonnez. Alors notre virus, tout, oh, pas gentil, voilà, c'est encore échappé à un machin. Bon bref, alors cette fois-ci, on est sur une île avec un village fortifié. Il y a une centaine d'habitants, je les ai pas comptés, mais ça fait pas gros, hein, ça fait pas, enfin il n'y a pas 3 millions de personnes non plus. Et plus ou moins, tout le monde a réussi à tenir les infectés à distance. Bon, alors, si vous ne savez pas ce que c'est les infectés, qu'est-ce que je vous dise, à un moment donné, il va falloir se mettre à la page. Voilà. En gros, les infectés, en plus, ont muté, ils sont arrivés à se mettre
Ah bah oui, à muter. Donc, comme tout virus, ils sont arrivés à s'adapter à des choses. Alors, ceux qui n'ont pas vu 28 jours plus tard, allez-y, ne serait-ce que pour la scène d'ouverture de Danny Boyle avec Cillian Murphy. Alors, je veux bien, Cillian Murphy nu sur un lit, ça donne aussi envie d'aller voir le film, mais c'est surtout pour la scène d'ouverture vraiment dans son entièreté, c'est-à-dire que le personnage de Jim, donc, qui est joué par Cillian Murphy, se balade dans les rues de Londres, il n'y a personne. Alors quand vous connaissez Londres et le fait que ça grouille de partout, vraiment la scène d'ouverture est incroyable. Après, vous avez les miquettes. Moi, je suis une flippette, hein. Tout ce qui est zombie. Alors les vampires, ça me fait pas peur, les machins. Mais moi, les zombies, je suis une flippette, hein. Voilà. Autant Shining, ça me fait pas peur, autant un film zombie, ça me fout la trouille. La débile. Ah bah écoutez, chacun ses stress, que voulez-vous. Bon bref, on est dans ce village, et en fait le lieu est inaccessible qu'à marée basse, plus ou moins. Donc en fait, c'est le seul moyen qu'ont les habitants ou les infectés de venir ou de partir. Et évidemment, ils pourraient vivre tranquillou bilou sur leur truc là, mais il y en a toujours qui veulent en découdre avec les infectés et qui s'aventurent hors des murs d'enceinte en fait de la cité. Et on plus ou moins on suit Jamie et son fils Spike qui décident, enfin Jamie décide d'emmener son fils faire un raid hors du village en fait, malgré que sa femme qui est gravement malade, qui est en train de mourir visiblement du cancer, ne veuille pas que son fils soit ça. Et mais bon, voilà, c'est plus ou moins ce qui arrive. Alors, Danny Boyle et Alex Garland sont toujours aux manettes. Ils épuisent, hein, en gros, 28 jours plus tard, 28 secondes plus tard, et puis là, 28, on y est. Mais cette fois-ci, c'est avec la vision plus ou moins de Spike, du petit gars, quoi, qui est face à ce monde apocalyptique, avec la folie de certains habitants qui veulent absolument dégommer du zombie, en gros. Et lui, il n'est pas vraiment dans cet état d'esprit. En plus, bon, il a quand même une certaine empathie, ce qui n'est pas une bonne idée quand vous avez des mecs en face qui veulent vous mordre et vous transformer en zombie. Et puis, il y a sa mère voilà, qui se dégrade, dans la certaine dégrade, il veut la sauver. Enfin, bon, il n'y a pas de malchance. Moi, perso, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, surtout que ça parle plutôt, enfin pour moi, hein, après chacun le ressent comme il veut, mais moi j'ai plus trouvé le film qui parlait de maladie, et surtout de l'honneur fait au corps et aux morts en fait, aux disparus. Alors l'action ne manque pas, c'est nerveux, il y a des flashbacks qui expliquent des trucs, qui poussent peut-être à la réflexion. Alors pas une réflexion, c'est pas philosophique, calmez-vous, hein, c'est pas, non, bah, non, bah, c'est Danny Boyle quand même. Même si c'est très bon Danny Boyle, mais bon, voilà, c'est pas non plus philosophique. Bon, faut dire que je suis quand même sortie du cinéma, en plus j'ai eu la très très mauvaise idée à la séance du soir, donc quand je suis sortie, c'était entre chien et loup. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouillomètre à zéro, en mode putain, je vais me retrouver face à un zombie. Je vous dis, je suis une flippette avec les zombies. Donc, franchement, je me suis retournée 2-3 fois quand même, hein. Je me suis dit, ah. Surtout à un moment donné, il y a des poubelles, les conteneurs de poubelles et tout. Puis il y a un truc qui a dû se déplacer dans le conteneur. J'ai fait un bond, je vous raconte pas. La flippette. Non mais débile quoi. Voilà, je suis capable de traverser un terre-plein la nuit seule, machin. Mais alors là, les zombies, bon, ça me va pas. Bon voilà, donc bon, enfin c'est un bon petit film. C'est pas un truc qui va rester. Je vous dis, dans 6 mois, il y a des trucs que je me souviendrai absolument plus. Contrairement à 28 jours plus tard, etc., qui était vraiment, même 28 secondes était pas mal, mais voilà, c'est la franchise, on va dire. Alors après, Danny Boyle a annoncé qu'il y avait 2 autres films, donc le second et le troisième, qui serait donc le dernier de la trilogie, et qui serait porté littéralement, visiblement, d'après ce qu'il a dit, après ça peut peut-être bougé, on est bien d'accord avec ça, qui serait porté littéralement par le personnage de Jim, donc de Cillian Murphy, qui reviendrait 30 ans plus tard. Voilà, donc écoutez-moi, pour admirer les mirettes de Cillian Murphy, il pourrait jouer dans un nanar que ça m'irait très bien. Ce qui n'est pas le cas du garçon, il choisit bien ses trucs quand même, il est vraiment bon.
Même dans les films un peu underground, cette espèce de truc là où il élève des pigeons qui est absolument moi je le trouve magnifique ce film et tout le monde me regarde avec des grands yeux en mode, «Je sais pas de quoi tu me parles». Voilà, mais fran moi il est toujours bon. Bon bref, voilà donc bah, si vous voulez reprendre du zombie, allez voir 28 ans plus tard. Je sais même pas s'il est à l'affiche encore, je crois que non. Bah, il faudra peut-être que vous le regardiez sur un streaming ou en vidéo à la demande ou quand il passera sur une plateforme, voilà. Autre film que j'ai vu au cinéma, mais ça c'était évident que j'allais aller le voir au cinéma, c'est F1 le film, donc en anglais c'est F1 The Movie, en plus il s'appelle vraiment comme ça, donc de Joseph Kosinski. Euh, alors, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai vraiment une fan de Formule 1. Le style à regarder les essais, les deux, trois essais avant la course sprint, de regarder les replays des essais quand je peux pas regarder en live, ce qui est toujours le cas le vendredi parce que je bosse. Euh, mais les samedis de course et les dimanches de course, ne m'invitez pas, c'est pas la peine. Parce que de toute façon, plus ou moins, je vais vous faire chier à un moment donné. Oh putain, c'est l'heure. Non, mais oui, bon, ben, c'est comme ça la vie. Voilà, le foot, le hockey sur glace, la Formule 1. Écoutez, moi, j'ai une vie de sportif de canapé très basique. Mais vraiment, je suis une fan de Formule 1. Et donc, évidemment, un film qui est sur la Formule 1, il n'y en a pas des masses. Quelquefois, il y en a certains, mais qui étaient, enfin, driven par Stallone, on va dire qu'on l'a oublié. Voilà. Rush était vraiment bon, mais il parlait pas de la Formule 1 dans son ensemble. Il parlait de deux légendes, en fait, de James Hunt et de Niki Lauda, qui est quand même mon premier coup de cœur sur la Formule 1. Niki Lauda. Donc, vraiment, honnêtement, là, c'est vraiment un film sur la Formule 1 complète. Vraiment, on est visiblement, il disait, on est dans les coulisses, il y a le briefing, c'est vraiment au cœur des paddocks, au cœur des écuries. Bibi, évidemment, elle est allée. Et quand elle a vu que un des consultants et coproducteur n'était autre que son chéri actuel depuis presque plus de 20 ans, Lewis Hamilton, inutile de vous dire que ah bah oui, bah elle a pris son ticket là, Lisa, évidemment, faible femme qu'elle est. Voilà, donc j'étais vraiment très très contente. En plus, il avait été dit que les vrais pilotes de F1 actuels, enfin de la saison où ils ont tourné, bien sûr, étaient présents, faisaient des guests, ce qui est vrai, donc bon, évidemment, j'y suis alors. C'est un film hollywoodien, attention, allez-y, mollo sur le stress. Hein. Donc on est avec Sonny Hayes, qui était un prodige de la Formule 1 dans les années 90, qui a eu un terrible accident, ça c'est ce qu'on sait, et plus de 30 ans plus tard, en fait, son ancien... en fait, il est devenu en gros un pilote indépendant de rallye, de racing, etc. Et en fait, 30 ans plus tard, son pote de l'époque, qui était aussi un pilote, l'appelle parce qu'il est maintenant patron d'une écurie qui commence à faire faillite. Donc il lui dit, voilà, moi j'ai trouvé une pépite, j'ai trouvé un jeune homme qui s'appelle Joshua, c'est vraiment un diamant brut qui a un avenir de numéro 1 mondial sur 10 générations, mais simplement, bah, c'est un cheval fougueux, il n'est pas bien poli, enfin, c'est un diamant brut, quoi. Donc, il rappelle son pote en lui disant, bah, il faudrait que tu viennes faire une saison pour l'épauler, pour le guider, pour être en gros son mentor, etc. Le seul truc, c'est que vous le savez très bien, enfin, si vous vous intéressez à la Formule 1, oui, vous avez 20 pilotes sur la grille, oui, c'est tous des compétiteurs, mais en fait, votre pire ennemi, c'est celui qui est dans le paddock, enfin, dans la même écurie que vous. Parce qu'en gros, vous avez 2 voitures par écurie, et le mec à côté, il a ses propres mécanos, ses propres ingénieurs, etc. Donc, en gros, vous courez pour la même équipe, mais vous avez 2 équipes différentes. Voilà. Et très souvent, on le voit. Voilà, donc c'est comme ça que ça part. Alors, c'est un film qui est bien maîtrisé, qui est précis. Bah, compte tenu du conseiller technique, vous m'étonnez que le mec, il sait quand même de quoi il parle, Lewis Hamilton. Ils se sont renseignés sur beaucoup de choses qui s'étaient passées, non seulement dans la Formule 1, mais aussi dans des courses de Formule 2 ou 3, etc. Notamment, il y a un accident à un moment donné qui est vraiment le calque d'un accident qui s'est produit dans les formules inférieures. Donc, ils ont pas
travesti l'histoire, ils n'ont pas traversé ce qu'ils mettent, c'est plus ou moins ce qui est vrai. Il y a Hans Zimmer à la musique, alors là, on l'a connu beaucoup plus inspiré quand même hein, par moment. Mais bon, côté Formule 1 quand même, à part les vroom vroom, c'est compliqué. Bon, Brad Pitt est affûté, bon, bah, Brad Pitt quoi, qui vieillit bien, le bradounet quand même, à 60 berges, le gosse. Bon, alors il faut dire que le seul truc qui m'a un peu choqué, enfin choqué. Vous allez me dire, ouais, mais Alonso, il a 44 ans. Oui, enfin, Alonso et Hamilton ont passé les 40 ans, on veut bien. Mais enfin, il en a 60, Bradounet. Je suis pas sûre qu'un pilote à 60 ans, même hyper méga euh, conditionné, entraîné, machin, soit capable de tenir tous ces grands prix à la façon dont c'est fait maintenant. Voilà, mais bon, après c'est Brad, hein, donc on va pas chipoter sur le truc. Dès qu'on le voit arriver, on oublie complètement qu'il a 60 ans déjà, donc on est là, voilà, donc, on respire. Donc vraiment, la ligne rouge de cette histoire, enfin le fil rouge de cette histoire, c'est vraiment comment Sony et donc Joshua, la pépite en devenir, vont s'entendre, se compléter, s'apprivoiser, et comment ils vont pouvoir tirer chacun l'un et l'autre l'écurie hors de la ligne rouge de la faillite. Euh, Tous les seconds rôles sont vraiment bons, vraiment. Chacun a son destin. Les caméras utilisées ils sont à peu près les mêmes puisque c'est le même réalisateur de ce qu'il avait fait sur Top Gun Maverick. Donc si vous avez vu Top Gun Maverick avec les images des avions, des machins, etc. Là, il a carrément posé des caméras sur des voitures de Formule 1. Et en plus, c'est Mercedes qui avait prêté ces voitures antérieures avec son moteur, etc. Donc, excusez-moi du peu, c'est quand même pas enfin, c'est pas des trucs en carton qu'ils ont pris. Et il y a un documentaire, il y a même un bras avec une caméra embarquée sur une des voitures. Donc, en fait, qui filmait les voitures comme même nous, en tant que fans de Formule 1, on ne voit pas ces images. Voilà, vraiment, on est vraiment en immersion, on sent chaque virage, chaque tension, chaque poussée d'adrénaline, chaque jet qui se prennent, parce que quelquefois ils se prennent des sacrés jets, euh, euh, et, euh, et aussi les conditions de course. À un moment donné, il y a même une scène qui est assez... enfin, moi qui m'a fait sourire, parce que moi j'étais en mode groupie avec Lewis Hamilton, je suis débile, qui fait que le petit jeune, là, celui qui joue donc Joshua, en fait toise Lewis Hamilton, qui est dans son rôle de pilote. À l'époque, il était chez Mercedes. Et en fait, Lewis Hamilton lui envoie un putain de regard en mode, vas-y, viens, on va rigoler 2 minutes. Voilà. Donc il y a vraiment cette tension de ce qu'ils font sur les pistes. Alors après, attention, c'est ce que je vous dis, c'est un film très hollywoodien, à gros budget, avec quelques ficelles scénaristiques, des dialogues un peu trop stéréotypés quelquefois entre certains personnages, pas du côté technique ou à Formule 1, mais vraiment là. Euh, voilà, et après, il faut se dire que c'est un film. Moi, j'aime beaucoup la Formule 1, j'ai vraiment rien à reprocher au film parce que c'est un film sur la Formule 1, mais c'est un film. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas devant votre écran, à l'occurrence Canal, sur MyCanal, avec tous les trucs qui vous donnent, les live action, les machins, les trucs et tout. On a toute une palette maintenant de pouvoir faire ce qu'on veut pour regarder au plus près. Voilà, tout est crédible. Enfin, honnêtement, à un moment donné, il y a une voiture qui décolle. Moi, je l'ai vu dans les divisions inférieures. Enfin, je l'ai vu dans un résumé d'une formule, je crois que c'était en 2 ou à 3, je sais plus. Donc, il n'y a rien. Après, c'est très spectaculaire. Mais je rappelle, c'est un film d'action, hein, celui qui a fait Top Gun Maverick, hein, et c'est très lissé, mais c'est lissé parce que c'est hollywoodien et que forcément, voilà. Alors, le seul bémol, c'est la romance qui est un peu cuculapraline, voire trop facile, vous la voyez arriver à 25 km et demi, et qui apporte, alors, autant le seul... Alors, on va faire un rapport avec Top Gun Maverick, sachant que meilleur ami vous dirait que moi et Top Gun, ça n'a jamais rentré dans la même porte. Euh, Autant l'histoire d'amour avec Jennifer Connelly et Tom Cruise, j'ai pas trouvé ça gênant. Parce qu'en gros, il rame quand même hein, pour la récupérer. Et puis, c'est un peu style ceux qui se revoient des années après, qui ont mal fini le truc. Alors, c'est un peu adolescent, mais c'est marrant. La seule scène
La seule scène vraiment qui m'a gonflé dans Top Gun Maverick, c'est quand ils sont sur la plage parce qu'ils ont fait un copier-coller du premier et j'ai trouvé que c'était un peu cucu la praline. Puis en plus, bon, Tom Cruise, c'est pas Brad Pitt, quoi, en vieillissant. Mais honnêtement, ça gênait pas. Là, par contre, alors là, je me suis dit non, mais c'est con, quoi. Alors oui, j'imagine que c'est pour le public féminin, un peu, parce que moi, quand j'étais dans la salle, les mecs, on a tous, les mecs, je dis on, parce que j'ai fait pareil que les mecs, j'ai levé un peu les yeux au ciel, quoi. Je me suis dit, ah putain, c'est pas vrai, ils vont pas nous la caler, là. Voilà, donc voilà. Après, ça fait 2h35. C'est du vroom vroom, hein. Alors que demande le peuple en gros? Rien. Si vous l'avez loupé au cinéma, il va passer sûrement sur Apple Télé, because automatiquement Apple Télé, puisque c'est eux qui l'ont développé. Je crois que tout le monde entier l'a vu sur Apple Télé, sauf les Français qui ont eu la chance de le voir sur grand écran. Et honnêtement, sur grand écran, bah, ça donne. Voilà. Donc bonne sortie. Voilà, bon petit truc. Ouais, que vous dire de plus, en gros, parce que bah, y a rien de plus que ce truc-là. Voilà. Donc F1, le film, à voir. Vraiment à voir. Si vous aimez ça, après, si vous êtes allergique à la Formule 1, le seul truc qui peut vous mener à regarder le film, c'est Brad Pitt, hein. On est bien d'accord. Voilà. Sauf si vous trouvez Charles Leclerc, Pierre Gasly, ou Lewis Hamilton, Max Verstappen, enfin un des pilotes de Formule 1 choupiné. Voilà. Juste pour le regarder. Mais bon, voilà, perso, si vous aimez pas la Formule 1, n'y allez pas, hein, sinon bah, vous allez vous faire chier pendant 2h30 quand même, hein. Voilà. Alors, on va passer quand même à à la déception de l'été, comme ça au moins après je finis sur The Series of the Year, qui sera sûrement dans le top 10, mais vraiment très très haut classé. La déception de l'été, ça a vraiment été la 4e saison de The Bear. Alors, je dois avouer qu'au début j'étais mitigée. Quand j'ai commencé, je me suis dit, ça a l'air pas mal, mais parce que moi j'avais beaucoup aimé les 3 premières saisons et la 3e je l'avais trouvée géniale, contrairement à beaucoup de gens qui détestaient la 3e saison. Et visiblement les personnes qui ont détesté, qui n'ont pas vraiment pas aimé la 3e saison, ont aimé la 4e, comme quoi, voilà. Et moi qui ai beaucoup aimé la 3e, j'avais hâte de me replonger dans les cuisines plus ou moins de The Bear et dans la tronche des débiles. Bon bref, alors là vraiment, il y a eu un problème. Voilà, vraiment. Il y a certains épisodes, alors attention, il y a certains épisodes vraiment qui vous émeut, vraiment qui sont intéressants, où vous voulez parce que vous voulez en savoir plus sur certains personnages, sur ce qui s'est passé avant et pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils sont pas comme ça. Mais on va dire que la quasi-majorité des épisodes de la 4e saison ont vraiment peiné à me laisser une certaine attention. C'est-à-dire que c'est très rare que pour une série que j'ai aimée, je fasse avance rapide. Vraiment très rare. Voilà, je peux regarder, même s'il y a une scène qui peut être chiante, je la regarde en entier. Voilà, quitte à soupirer, à faire comme ça, mais je la regarde. Là, j'ai fait des avances rapides. Je me disais, putain, c'est quoi cet épisode? C'est chiant. Donc j'essayais de me concentrer en me disant, non, mais non, mais regarde-le, fais attention et tout. Mais pas du tout. Voilà, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un ennui, pas possible. Moi, je trouvais que Carmi, qui est quand même le héros, entre guillemets, des 2-3 premières saisons, j'avais l'impression qu'il était secondaire, voire insignifiant. Euh, le dernier épisode est émouvant, si vous voulez, parce que c'est vraiment une confrontation à 3 personnes, pratiquement. Donc, vraiment, c'est émouvant, mais ça suffit pas pour moi. Voilà. Le côté cuisine, bouffe, c'est limite inexistant à un moment donné. C'est quand même un compte pour une série qui se passe dans un resto. Ça tourne en rond. Et le dernier épisode ne suffit pas à relever le truc, quoi. Mais vraiment, j'ai été déçue. Vraiment, j'ai été déçue parce que je m'attendais, alors pas au 3 parce qu'il était complètement foutraque, et il y a très peu de monde qui l'ont aimé, mais moi j'ai bien aimé la saison 3 parce que c'était vraiment foutraque et ça partait un peu de n'importe où. Et je m'attendais à un truc où, alors soit ils ferment toutes les portes, soit ils partent en live. J'aurais préféré qu'ils partent en live, vraiment, que ça soit
débile, bordélique, n'importe comment, que chacun se fasse son truc dans son côté, etc. Mais là, voilà, je vous dis, même le dernier épisode, même les explications, même le cœur ouvert des personnages, bah, ça m'a touché un peu, mais pas autant que ça aurait dû l'être depuis le début, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une déception, parce que j'ai trouvé les 2 premières saisons tellement formidables. La première, elle est absolument géniale, quoi. Voilà, donc, bah écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, hein, donc bah, c'est dommage, hein, honnêtement. Moi, bah ouais, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment... ça m'a déçu parce que je m'attendais à mieux. Mais bon, après, hein, c'est comme ça. Et le coup de cœur de l'été, qui sera sûrement dans les coups de cœur de l'année, qui est vraiment jouissif, ça s'appelle Mobland. C'est sur Paramount. Alors l'histoire est simple, on est avec la famille Harrigan qui est à la tête du crime organisé en Angleterre, notamment à Londres, qui va devoir, on va dire, fermer, fermer les écoutilles, hein, pour éviter de se... Parce qu'il y a une autre famille qui est une concurrente, et donc ça va s'en mêler, etc. Alors, à l'affiche, vous avez Pierce Brosnan, Hélène Mirren, Tom Hardy. Rien que ça, déjà, si ça vous suffit pas pour aller jeter un œil, moi je sais pas quoi vous dire. Et quand vous savez qu'un des producteurs et un des réalisateurs principaux des épisodes, c'est Guy Ritchie. Voilà, alors si vous aimez pas l'univers de Guy Ritchie, si vous n'avez pas aimé sa série The Gentleman, qui est pourtant absolument excellente, n'y allez pas. Passez votre chemin. Parce qu'ici, c'est règlement de compte, violence, sang, découpage et autres joyeusetés. Si, découpage. Donc on est avec 2 familles du crime organisé, dont les 2 petits-fils font des conneries dès le début, et l'un finit par tuer l'autre, ou à faire tuer l'autre en fait, et ça va déclencher les hostilités. Mais ici, il n'y avait que ça, parce qu'il y en a d'autres, hein, qui... Allez, vas-y. Donc, en fait, vous avez ces 2 familles qui luttent pour le pouvoir du trafic, alors trafic en tout genre, hein, voilà, et évidemment, vous imaginez bien que ça va partir en sucette, et pas que de hashish. Voilà, donc... à la tête de la famille Harrigan, vous avez un des couples les plus flippants, si, interprété respectivement par Pierce Brosnan en mode papy mafioso qui aime pêcher mais qui ne loupe pas un coup de gueule assez terrifiant. Et alors vous avez sa femme qui est jouée donc par Hélène Mirren qui joue avec lui encore avec The Thursday Murder Club là, sur Netflix, comme quoi elle aime beaucoup jouer avec Pierce Brosnan, qui est sa femme, sa conseillère, mais elle est absolument machiavélique, retorse, mais elle est malsaine, elle est vraiment malsaine, elle a des rapports avec ses enfants et ses petits-enfants malsains, et elle attise les flammes de toutes parts. En fait, en gros, c'est la vieille femme fatale, mais elle est fatale pour de vrai, quoi. Je veux dire, quick, hein. Voilà. Et au milieu de ça, vous avez Tom Hardy qui joue, en fait, en gros, le fils spirituel, l'homme de main, l'homme de confiance, qui est là pour, en gros, rattraper les conneries de tout le monde. Qui se débat lui aussi avec sa femme et sa fille qui en ont ras-le-bol de sa vie. Alors, la femme ne veut pas savoir trop ce qu'il fait, mais enfin, elle aime bien le luxe, mais elle n'aime pas savoir ce qu'il fait. Et évidemment, vous avez tous les ennemis de ces 2 camps qui vont se retrouver parce qu'en fait, en gros, ils vont servir de fusible, hein, à Tom Hardy notamment pour éviter que ses patrons payent. Alors, ça va à 100 à l'heure, voire à 100 000. Ça tire, ça tue, ça baise, ça menace, ça torture. Ah bah si, à un moment donné, si, vous tournez la tête à un moment donné. C'est du Ritchie, voilà, mais c'est jouissif. Voilà, les dialogues sont hyper bons. Ça peut faire penser au côté complètement barré, dangereux de Peaky Blinders et à d'autres séries un peu qui parlent de ces familles de mafieux. Mais c'est tellement bien interprété, quoi. Et Hélène Mirren est flippante. Moi, elle m'a foutu la tautrouille, hein, 2-3 fois. Je me suis dit, putain, j'aimerais pas avoir quelqu'un comme ça dans la famille. Non, mais elle est sérieuse. Elle est flippante. Et on en redemande. Parce que non seulement vous tombez dans Londres, mais vous avez dans la campagne anglaise parce qu'ils sont dans des crossroads. C'est absolument magnifique, mais ça vaut le visionnage. Mais c'est tellement des règlements de compte et des mensonges et des tractations à plus finir pour savoir qui peut
en gros, faire un coup de pute à l'autre, quoi, et gagner le respect, machin. Alors le final ouvre une deuxième saison en mode tuerie de masse. Ah bah alors là, ah, s'il ne fait pas une deuxième saison en mode oh là, mon Dieu, ah bah là aussi, enfin, vu la deuxième, le final, il est obligé. Voilà. Mais franchement, c'est Mobland, c'est jouissif. Voilà. Mais vraiment. Après, je vous dis, si vous aimez pas Kirichi, si vous aimez pas son précédent, sa précédente série télé, euh, sachant que côté film, Kirichi est quand même aléatoire. Il fait du très très bon et il fait du truc un peu, bah, voilà. Donc, mais après c'est Kirichi, hein, donc on sait. Par contre, en série, depuis qu'il s'est mis à la série, franchement, moi j'ai pas eu à redire. The Gentleman, c'est vraiment pied au plancher, quoi. Le truc, même dans les moments plus calmes. Vous vous dites, putain, le mec, il envoie du bois. Après, il faut savoir que c'est violent, que c'est cru, que je vous dis, ça, il y a du sang, des larmes, de la baise, ça jure comme un charretier de tout le temps. Voilà, alors oreille chaste, yeux chaste, n'y allez pas, hein, parce que bon, c'est sûr que vous allez nous tourner de l'œil. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment très très bon. Je vous dis, c'est le coup de cœur de l'été et ça va faire partie des autres choses que j'aurais grandement appréciées dans l'année. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est bien parti pour les trucs western. Là, je pense que le 1884 va être assez bien placé, je pense. Voilà, donc ça, c'était ce que j'ai vu cet été, qui vraiment pour moi est les favoris de l'été. J'ai abandonné la série sur Canal+, The Agency, qui est le doublon anglais, anglo-américain du Bureau des légendes. Parce que franchement, alors là, dès le début, c'est manichéen, c'est pas crédible. L'histoire d'amour qui est la base, en fait, du Bureau des légendes entre le personnage euh, et cette jeune femme dont il est tombé amoureux. Alors là, celle-là, elle est cuculapraline, ça veut rien dire, mais vraiment, j'ai lâché prise au bout de 4 épisodes. Je leur ai laissé 4 épisodes, hein, mais c'est pas crédible du tout. Vraiment, mais vraiment pas du tout. J'ai vu Plan Oriental aussi sur Canal, mais je suis assez mitigée. C'est pas mauvais, c'est pas mal, mais il y a beaucoup d'invraisemblances sur certaines choses qui font que ça c'est mitigé. Voilà, j'ai bien aimé le côté appartenance, identité sur la mafia elle-même et sur les trafics, etc. Puis sur le fait qu'il y ait des gens qui sont de deux nationalités, enfin de deux cultures différentes, qui ont le cul entre deux chaises. Mais pour moi, il y a beaucoup d'invraisemblances. Après, j'ai bien aimé le fait que c'est vraiment centré aussi sur les femmes. Il y a des hommes, hein, il y a beaucoup d'hommes dans cette série, mais c'est des femmes. C'est la fille d'eux, la femme d'eux, la copine d'eux, la sœur d'eux, mais elles sont là. Voilà, elles sont aussi froides comme la glace que fragiles et ambiguës et limite tête à claque. Franchement, voilà, j'ai bien aimé ça. Mais je vous dis, euh, j'ai été mitigée parce que c'est dommage parce qu'il y a des petites invraisemblances, mais pourtant ça donne envie, enfin la fin donne envie de voir la saison 2. On est bien d'accord sur la question parce que je pense que la vengeance c'est un plat qui se mange froid, mais là c'est en mode charcuterie corse. Inutile de vous dire que c'est du haut niveau quand même. Voilà, quand la deuxième saison arrivera, si elle arrive, je regarderai. Mais je vous dis, j'ai été mitigée, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vu cet été, et je vous dis, j'ai commencé le 1883 dans le train qui me ramenait, et franchement, j'adore. Vraiment. Alors là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc pareil, hein. Cinématographiquement, c'est beau. Enfin, la direction photo est magnifique, les paysages sont sublimes. La scène d'ouverture, putain, la scène d'ouverture. Oh merde alors. Alors là, honnêtement, des scènes d'ouverture comme ça, j'en ai pas vu beaucoup ces dernières années. Là, ça vous scotche au fauteuil. J'étais dans le train, j'ai couiné, c'est-à-dire je pense avoir fait oh putain, et j'ai vu les gens qui me regardaient. Donc quand ils ont vu que je regardais une tablette, ils ont dit oh, ouais, ça va, elle nous regarde une merde. Mais j'avais rarement vu un truc pareil. Vraiment, la scène d'ouverture, elle est waouh. Voilà. Et ça va crescendo. Et alors ce mode de voix off là,
de cette jeune femme qui raconte. Oh, punaise des bois, mais vraiment, franchement, puis alors moi j'adore les westerns, mais là c'est du vrai, enfin c'est de la vraie histoire, quoi. C'est pas les trucs édulcorés avec les John Ford, les machins, qui ont plus ou moins eu une vision assez américaine, années 30, 40, 50, de la conquête de l'Ouest. Quand vous vous intéressez à ça, si vous lisez les journaux ou les livres qui ont été faits sur la vraie conquête de l'Ouest, sur la place des Amérindiens, sur la place des Noirs, parce qu'il y avait des Noirs comme cow-boys, etc. Là, ça envoie du bois, vraiment. Et Sheridan, il a fait un boulot, mais monstre, quoi, vraiment. Vraiment, je vous dis, il me reste le dernier épisode, mais celle-là, elle va atterrir dans le top 10, quoi. C'est obligatoire. J'espère que le 1923 est aussi bon, parce qu'il y a 2 saisons. Alors, vous me direz, il y a Helen Mirren et Harrison Ford. Hein? Oui, il y a de fortes chances, hein. Avec la débile que je suis en mode midinette avec Harrison Ford et Helen Mirren, hein. Je ne me contrôle pas sur les deux, donc voilà. Mais vraiment. Donc, je pense que ça va être bon. Mais alors là, il faut vraiment qu'il soit au niveau du 83. Hein, parce que... Ouh là là. Alors après, on m'a dit, ouais, moi j'ai regardé Yellowstone. Alors, il y a beaucoup de gens, puisque c'est Yellowstone qui est sorti en premier. Et donc, tout le monde m'a dit, non, non, mais regarde chronologiquement, etc. Puis il y en a un qui m'a dit quand même, putain, tu devrais regarder Yellowstone. Parce que moi, j'ai regardé 83 et 23, enfin 1923 après. Et j'ai trouvé Yellowstone moins bon. Je me suis dit, merde, moi je fais le contraire. On verra bien, hein, voilà. Mais, enfin, moins bon, très très bon, mais voilà. Bah, écoutez, moi j'ai décidé de le faire dans la chronologie, on verra bien. Voilà, donc j'espère que mes petits favoris programmes culturels estivaux vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vu, pas vu, si vous avez vu les mêmes, si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour The Bear, je pense qu'il y en a qui vont gueuler. S'il y en a qui ont vu la F1, qui ont couiné, comme moi, vous avez le droit. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez vu, s'il y a des choses que vous avez, vous me recommandez. Alors, peut-être pas regarder tout. Mais voilà, s'il y a des choses que je recommande, généralement je le note dans mon carnet. Dans mon bullet journal, je note quand il y a des gens qui me disent non, non, mais là, vu ce que tu aimes toi, tu devrais aller voir celui-là, quoi. Ah oui, alors désolé, quand le facteur passe, il sonne très discrètement, comme vous l'avez entendu. Voilà, donc bah écoutez, prochain programme culturel bah, à la fin septembre pour celui de septembre. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense de ces trucs de Sheridan, quoi. Voilà, allez, bisous, ciao, et puis à la prochaine.